That's gonna tip over. Go! Get the little one. Can't get him out! Peter! He's all bloody! He's dead. He's dead. He's dead? The rocks killed him. You're bleeding like crazy. Peter! You okay? I didn't save mine. Est-ce que tu as parfois le sentiment que quelque chose te retient et t'empêche de pleinement profiter de la vie, de pleinement être toi-même? Si c'est le cas, tu es au bon endroit puisqu'on va regarder aujourd'hui le Darjeeling Limited et je vais te montrer comment les trois frères Whitman passent de la perte de leur père insurmontable et qui les tétanise à une vie qui les attend, qui va être merveilleuse. On perd tous des choses dans la vie, des choses qui nous échappent, qui nous glissent entre les doigts, comme dans cette scène du Darjeeling Limited. Et évidemment, quand cela se passe, que ce soit un projet ou des proches, on a tendance à s'accrocher, on a tendance à se raccrocher à ce qu'on peut maîtriser, voire parfois à contrôler ou tout contrôler. En tout cas, on peut essayer de tout contrôler. Juste avant, je me présente rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Michael Marino, je suis ciné-coach, c'est-à-dire que j'accompagne des personnes ou des structures, des entreprises avec le cinéma pour leur développement. Ce que vous devez savoir, c'est que je suis allé au cinéma quasiment tous les jours pendant presque 20 ans. J'ai vu beaucoup de films et en faisant ça, j'ai développé une façon particulière de les regarder dont je n'avais pas conscience. Et puis à peu près 2 ans, en faisant une formation de coaching un peu généraliste à HEC, on devait faire un mémoire et en fait j'en ai profité pour le faire sur l'utilisation du cinéma en coaching. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que finalement cette façon de regarder les films, c'était une façon de s'interroger à chaque fois qu'on regarde un film sur ce avec quoi on peut repartir, qu'est-ce qu'on peut comprendre du film qui nous permet de comprendre ensuite dans notre vie ce qui marche pas, comment on peut mieux interagir, etc. Et donc c'est ça que je partage avec vous, comment on peut regarder des films pour se développer. Donc on vient de voir une scène très très forte du Darjeeling Limited où les trois frères Whitman essaient de sauver quelques enfants, plusieurs enfants qui se baladent et qui essaient de traverser une rivière. Et lorsqu'ils tombent à l'eau, ils vont naturellement s'engager, plonger pour essayer de les sauver. Ils vont pas y arriver et donc cet événement, il leur permet de revivre 1 an plus tard une perte majeure dans leur vie, c'est-à-dire la perte de leur père. Et donc ça leur permet de revivre cette expérience. Ce qu'il faut dire, c'est qu'ils en sont là. Il y a 1 an, ils ont perdu donc leur père. Ils sont complètement en vrac et donc ils se raccrochent à la vie qu'ils avaient avec leur père avant, à ce qu'était leur vie avant de perdre leur père. Et donc ça, c'est symbolisé, on va le voir, par donc une collection de mallettes et de bagages Vuitton qui appartenaient à leur père, qui portent ces initiales et qui se sont tous partagés. Donc on peut le dire, ils n'ont pas du tout coupé le cordon et ils n'ont pas du tout pour l'instant accepté le décès de leur père. Donc on l'a vu dans l'extrait, ils ne sont pas encore des adultes, ces 3 frères-là, ils sont encore dans une posture d'enfant. Donc on sait que la perte de nos parents, c'est un moment toujours très fort qui nous permet en général de renforcer notre posture d'adulte, puisqu'en fait il n'y a plus personne pour nous protéger, il n'y a plus personne pour nous sécuriser, et donc on doit devenir notre propre pilier. Donc si la vie n'a pas fait avant qu'on ait à le devenir, à ce moment-là, on doit prendre ce rôle pour nous-mêmes, puisqu'il n'y a plus personne pour le faire à notre place. Et donc là, les frères Whitman, ils en sont là, ils se comportent comme des enfants. Et d'ailleurs, dans la scène qu'on vient de voir, Adrien Brody, donc qui joue Peter, a une remarque assez drôle, puisqu'il dit à ses frères « j'ai pas sauvé le mien », comme si c'était un jeu, comme si c'était une compétition, et que lui, il avait moins bien fait que ses 2 frères. Voilà. Et donc, comme je vous le disais, on a tous vécu donc des pertes dans notre enfance, des blessures très très fortes qui font qu'on s'accroche plus ou moins, qu'on essaie de contrôler des parties de notre vie. Évidemment, spoiler alert, ça marche pas. Et donc on va regarder comment donc les 3 frères Whitman qui viennent de vivre une perte très très forte. Donc, entre parenthèses, il va falloir être attentif à ce passage. Si vous venez de vivre une perte, qu'elle ce soit celle d'un proche, que ce soit la perte d'un projet, d'une opportunité,
si vous venez de vous séparer de votre conjoint, de votre mari, de votre copine, de votre mec, etc. Parce que c'est exactement ce qui se passe. Donc du coup, chacun des frères a développé, en fonction de sa personnalité, des niveaux et des mécanismes de contrôle, des stratégies d'évitement de ce qu'ils ressentent, de leur souffrance, pour justement pas la regarder en face, cette souffrance. Et donc là, on va voir comment, finalement, donc, le fait que chacun souffre de la perte de leur père, à quel point ça chamboule leur monde, les éloigne les uns des autres, alors que finalement, ils vivent au fond la même chose, mais comme ça prend un masque différent, avec une névrose différente chez chacun, ça crée des tensions, de la distance et de l'éloignement, plutôt que de les rapprocher. Et donc on regarde tout de suite quelle stratégie chacun a mis en place, et vous me direz, vous verrez si vous-même vous arrivez à voir quelle stratégie vous mettez en place lorsque vous avez une grosse perte dans votre vie, et que vous vivez un moment très difficile, une souffrance ou une mort, d'une certaine manière métaphorique, de quelque chose, d'une idée, d'un projet, d'un potentiel, ou dans le passé, ou éventuellement s'il y en a une en ce moment, vous me direz, c'est le plus intéressant, c'est le moment chaud. Donc ça y est, on y va, on regarde les stratégies de chacun des frères. Make us an itinerary. Where's Brandon? My new assistant. He's going to place an updated schedule under our doors every morning of all the spiritual places and temples that we need to see, and expedite hotels and transportation and everything. How's he gonna do that? I had him bring a printer and a laminating machine. Where is he? Well, it actually doesn't matter. He's in a different compartment on another part of the train, but we never see him. Ever. That's more or less it. 3, please. Does that sound okay to you? Sounds good, sure. Yeah, it sounds good. Do you have any questions? I do. Okay, go ahead. What happened to your face? Voilà, les métaphores, elle est évidemment facile pour Francis. Il a tout prévu du voyage, tout organisé, tout décidé pour ses frères. Et tout ça est organisé, booké, et même il y a un itinéraire qui est formalisé sous une fiche plastifiée. Donc si ça, c'est pas le contrôle qui génère l'illusion que tout va se passer comme sur le plan, et qu'il y aura plus d'imprévus, plus de pertes majeures, je sais pas ce que c'est. You want to read a short story I wrote in France? How long is that? What? How long is it? How long? Never mind, forget it. You can save it until after dinner. You know, maybe right before, whenever you're about to take out your tooth, you should say something like, "Please forgive this," because it's actually kind of... You back away a little, you just spit in my eye. When was the last time you were in America, by the way? I don't know. The funeral. In other words, a year? I have to tell you, I support this relationship not working out. Can I take your order, please? Let's see. We want meat or fish? I'm gonna have the chicken. Jack, you wanna try the fish? I bet that's delicious. And Peter, the lamb? Chicken, a fish, and a lamb? How does that sound? Now, who wants a soup? Raise your hand. Et donc là, on voit de la même manière que Francis continue de vouloir tout contrôler en se conduisant à la fois comme un grand frère et presque comme un parent, comme un père, puisqu'il décide de ce que chacun va dîner et il pense savoir mieux que chacun ce qu'il veut dîner. Et puis, il les interroge comme s'ils étaient des enfants, il leur fait lever la main. Donc, il a une façon de traiter ses frères comme vraiment l'aîné et comme si eux étaient des enfants, qui leur laisse pas finalement beaucoup de liberté, beaucoup d'espace pour être eux-mêmes et prendre leur liberté, prendre leurs propres décisions. Those Dad's glasses? Yeah. You still have his prescription in here. How can you see in these? 3 soups. Sure. Could you not order for me, please? What? Order for yourself. Donc là, on passe à Peter. Donc on voit que lui, il a une autre stratégie d'évitement, une autre névrose pour contrôler sa souffrance et ne pas faire face à la perte de son père. C'est qu'il a une petite tendance légère à voler les affaires qui appartenaient à son père, et notamment les voler à ses frères, puisqu'il porte les lunettes solaires de son père à sa vue. Et plus tard, dans une autre scène, on verra qu'il a aussi pris les clés de la voiture qu'adorait son père. Et en fait, là, c'est une très bonne illustration de comment les névroses qu'on développe, les stratégies d'évitement qu'on développe pour encaisser la souffrance qu'on n'arrive pas à accepter, elles nous éloignent des autres, puisque évidemment ses frères, ils vont avoir le sentiment qu'ils les volent,
Alors que si Peter exprimait ce qu'il ressent, c'est-à-dire la douleur d'avoir perdu notre père est telle, elle est tellement forte qu'en fait, du coup, je prends ses lunettes et je les mets, ça me rappelle les moments avec lui, ou ça me rappelle sa façon de regarder les choses, ou c'est ma façon de rester attaché à lui et de ne pas le perdre, probablement que ses frères seraient compatissants, comprendraient sa souffrance et finalement seraient très heureux de lui donner les lunettes. Mais le fait de ne pas exprimer, pas accepter et donc pas exprimer ensuite sa souffrance et comment il la vit, ça met de la distance dans la fratrie. Et donc évidemment aussi la tentation qu'a Francis de toujours faire le chef, de toujours vouloir tout contrôler, ça va créer plus tard dans le film plein de tensions entre les frères. On regarde du coup maintenant comment à son tour, donc le dernier frère incarné par Jason Schwartzman, lui va trouver une manière de fuir complètement sa souffrance. Is it supposed to be sad? I think so. Well, I'm not too crazy about the part where I start screaming at the mechanic. That never happened. The characters are all fictional. Et donc on voit à l'inverse que Jack, lui, se réfugie donc dans une autre, je sais pas si c'est une névrose, mais en tout cas dans un autre échappatoire, puisqu'en fait il se réfugie complètement dans l'illusion de l'écriture, et donc ces petits textes que va lire ensuite son frère, qui sont pas du tout des textes créatifs, qui sont pas du tout des histoires inventées, mais au contraire, la façon qu'il a trouvé d'éviter le deuil et d'éviter de faire face à la perte de leur père, c'est d'écrire des histoires et de vivre dans une illusion, puisqu'on va le voir aussi dans une autre scène que je ne vais pas vous montrer, parce que ça me gêne. Il a un désir de séduction qui est maladif, il va séduire du coup la jeune serveuse du train, mais encore une fois, il la séduit pas du tout parce qu'il est intéressé, attiré par elle, mais seulement parce qu'en fait elle lui permet de s'évader de sa vie, et donc en faisant ça, c'est une façon de l'objectiver, c'est une façon de finalement l'utiliser pour guérir sa propre peine. Je trouve ça pas très élégant, et donc j'avais pas envie de le montrer, voilà, mais je vous le raconte quand même. Et donc finalement ce qu'on vient de voir dans ces extraits, c'est ce qui se passe réellement dans la vie, quand on perd quelque chose ou quand on a perdu quelque chose dans le passé. On a tendance à s'attacher, à vouloir contrôler, à vouloir conserver ce qu'on a dans la vie, parce qu'on a peur que ça continue de nous échapper, que des choses continuent de nous glisser entre les doigts. Et donc c'est ça qui est intéressant finalement dans ces premières scènes. On a vu ce qui se passait de stratégie d'évitement, de mécanismes de contrôle, et donc souvent dans nos interactions avec les autres, on sent ces choses-là, mais on n'arrive pas à les identifier, ou on ne prend pas le temps, on n'a pas la patience pour identifier ces mécanismes, ou en tout cas pour donner du temps à l'autre, d'être suffisamment en confiance avec nous pour nous partager des moments de vie. Et donc parfois ça arrive, il y a des gens qui sont difficiles pour nous ou avec qui on a du mal à interagir. Puis quand on apprend à mieux les connaître, à mieux les comprendre, à mieux comprendre leurs blessures, ce qu'ils ont perdu très très vite dans leur enfance, on comprend mieux à quoi ils s'accrochent et ce qu'ils essaient de contrôler. Et donc du coup là, on peut passer outre la névrose, le mécanisme d'évitement, etc. et donc connecter plus facilement. Là, on vient de le voir, les frères n'y arrivent pas. Et donc peut-être que ça vous aura permis de prendre conscience vous-même de vos interactions avec votre famille, avec vos proches, avec aussi les gens au bureau qui sont toujours une grande métaphore de ce qu'on a vécu. Et donc, qu'est-ce qui fait que vous-même, vous contrôlez certains aspects de votre vie ? Est-ce que vous arrivez à avoir la blessure derrière qui du coup vous donne envie de contrôler ? Et puis qu'est-ce qui fait aussi que pour l'instant, vous n'êtes pas suffisamment en confiance avec les gens qui vous entourent, qui fait que vous n'arrivez pas à être vulnérable et donc à leur partager soit ce que vous avez vécu, soit que finalement, ce que vous ressentez, comme les frères Whitman, là, c'est de la souffrance. Ils souffrent de la perte de leur père, et s'ils arrivent à se dire ça à trois, et du coup, ils arriveraient probablement à avoir une interaction beaucoup plus intéressante. Et donc, comment on fait pour sortir de ces mécanismes de contrôle ou ces stratégies d'évitement ? On vient de le voir dans cette première séquence, quand on vit une perte très très forte, ou par rapport à celle qu'on a vécue dans l'enfance, on a tendance à développer des mécanismes de contrôle, des stratégies d'évitement. Qu'est-ce qui se passe ? On va voir dans une séquence suivante, quand en fait quelqu'un vous pousse dans vos retranchements ou vient appuyer sur ce mécanisme ou cette stratégie, et souvent ce qui va se passer, c'est normal, dans la phase suivante, ça va être la résistance. Et donc on va voir ce qui se passe quand l'un essaie de bousculer justement cet équilibre et comment les autres résistent. Is
Is that Dad's razor? Yeah? Can I say something? What? You don't have permission to take his property that belongs to all of us and use it for yourself as if it's yours. Jack agrees with that, right, Jack? Plus, Dad would have hated it. Why? That's my opinion. I know him well. Et donc là, on vient de voir Francis donc, est saoulé par le mécanisme de contrôle de son frère Peter, puisque là, il vient de le prendre en flagrant délit d'avoir volé le rasoir de leur père. Et donc, ce que Peter aimerait lui dire, c'est le fait d'avoir ses affaires, ça me rattache à lui, c'est comme si sa présence était encore là. Et donc, j'ai le sentiment d'avoir toujours le lien qu'on avait ensemble. L'attachement est toujours présent, est toujours fort, je le ressens. Évidemment, il n'est pas capable de lui dire ça. Et donc, comme Francis se sent blessé d'avoir le sentiment que son frère le vole et justement le dépossède de quelque chose qui pourrait être un lien avec leur père, ou en tout cas qui est l'héritage de leur père et donc auquel ils auraient tous droit, il réagit mal, puisqu'en fait, il essaie de le blesser en lui disant deux choses. Alors, c'est inconscient, j'ai l'impression, mais il lui dit que d'abord, il n'a pas le droit de faire ça. Il lui explique la réalité, c'est-à-dire il le confronte à sa réalité, ce à quoi Peter résiste complètement puisqu'il fait comme s'il ne comprenait pas du tout ce qu'il était en train de lui dire et qu'il ne voyait pas du tout où est le problème. Et puis deuxièmement, il lui envoie une pique, forcément, en lui disant je pense que papa aurait détesté ça. Et donc Peter, qui déjà souffre de perdre le lien avec leur père et a trouvé cette combine pour justement pas trop ressentir sa souffrance et continuer d'exister, en fait il est confronté de manière assez violente à son frère qui essaie de le blesser. Et donc évidemment on va voir ce qui se passe par la suite, quelle est la conséquence de ça. Also, you can't leave your wife just because she's pregnant. Jack agrees with that too, right, Jack? Stop including me. Et donc là on voit le deuxième mécanisme, c'est celui de Francis qui lui, pour se rassurer de la perte de leur père, essaie d'incarner son rôle en voulant décider à la place de ses frères. Donc à chaque fois qu'il envoie une pique, qu'il envoie un message à Peter, il inclut Jack en disant d'ailleurs Jack est d'accord avec moi. Donc au passage il se mêle de la vie de Peter en lui disant qu'il ne peut pas quitter sa femme alors qu'elle est enceinte. Et donc là ça commence à tendre Jack qui veut pas que Francis l'inclue dans sa relation avec Peter et dans la façon dont il est en train de le blesser en fait. I was his favorite. He told me that with blood all over him, laying in the street right before he died. Et donc là, Peter, comme il est blessé, il va faire exactement pareil. En fait, il va mentir. Il va dire à ses deux frères que quand son père était en train de mourir et que c'était pas là, mais que lui était à son chevet, il lui a dit qu'il était son préféré. Donc évidemment, ça peut pas moins les blesser. C'est d'une violence intense. Et donc là, il n'y a plus de mots. Et donc, comme trois enfants, ils vont continuer de se battre. Donc d'abord, Francis et Peter, comme quand ils étaient enfants, ils se battent. Et Jack, qui veut pas rentrer dans leur jeu, il reste plus ou moins à distance. Mais comme il est là, il va les vaporiser tous les deux de poivre. Et donc, ils vont avoir les yeux complètement abîmés. You don't love me! Yes, I do! I love you too, but I'm gonna mace you in the face! Stop! I had to do it! Jack, you made this! Stop including me! Alors, donc on vient de voir donc, ce qu'on avait analysé dans la séquence précédente. Finalement, donc, le mécanisme de contrôle de Francis, les résistances des autres, vont les amener à la confrontation et à s'éloigner plus qu'à se rapprocher, alors même qu'ils vivent la même chose, exactement le même deuil, de manière différente, et que ce serait plutôt le moment où ils auraient la possibilité de connecter. Donc ça, c'est le premier point. Et puis le second point, ce qui est intéressant, c'est que là, les frères Whitman, ils sont dans une phase où en fait, ils sont dans le déni. C'est-à-dire que ils acceptent pas de se regarder en face, ils fuient leur réalité, ils fuient leur perte, et donc tout ce qui leur arrive dans leur vie, c'est la faute des autres, c'est la faute donc de tous les gens qui les entourent dans le train, et à aucun moment, c'est la faute de leur comportement qui est la conséquence de leur souffrance.
Et donc voilà, avant de regarder la suite, peut-être vous pouvez vous interroger, c'est intéressant, comment on réagit quand on vit une perte. Est-ce qu'on est abattu? Est-ce qu'au contraire, du coup, on se protège? Souvent, on se protège. Et bah, du coup, quel est le mécanisme de protection qui est votre préféré? Moi, j'ai le mien très en tête. Et du coup, qu'est-ce que vous allez mettre en place? Comment vous allez vous protéger de la perte majeure que vous venez de vivre? Et puis aussi, quels sont les mécanismes soit de contrôle, soit d'évitement que vous avez développés au fur et à mesure de votre vie et qui vous permettent de supporter la souffrance, la douleur, donc des blessures passées, des pertes passées que vous n'avez pas encore acceptées. Et donc on va voir par la suite justement comment ils vont continuer d'avancer ces trois frères Whitman. Pour l'instant, ils portent lourdement les bagages de leur vie avec leur père et de l'attachement qu'ils avaient pour leur père. Allez, on regarde la suite. Go! Alors donc là, on vient de voir, on continue de regarder une scène, donc qui est la première scène que je vous avais montrée au début de la vidéo et qui est une scène clé. C'est la scène pivot du film, c'est la scène qui va permettre aux trois frères Whitman de shifter, de vraiment pivoter dans leur perception d'eux-mêmes et de la vie, puisqu'en fait, ils vont commencer à sortir de leur souffrance qui inonde leur vie et qui leur permet de ne plus rien ressentir ni d'avoir du recul. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en vivant, en essayant de sauver ses enfants, et en revivant la mort d'un des enfants, ils ont revécu à nouveau la mort de leur propre père. Et donc, cet événement, il a été cathartique. Et pourquoi il a été cathartique? Parce que c'est la première fois pendant le film, et donc dans leur vie après la mort de leur père, que finalement, ils commencent à accepter la mort de leur père. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire accepter, évidemment, qu'ils ne vont plus le voir, que le lien va se distendre, que maintenant, ils vont oublier. Évidemment, c'est triste, mais en acceptant ça, finalement, ils commencent à accepter que leur douleur, que leur souffrance, elle est légitime, que du coup, il va falloir vivre avec et trouver une façon de vivre avec. Et donc, cette douleur, en l'acceptant, elle devient un petit peu plus vivable, et donc ils vont commencer à regagner un peu plus de clarté, un petit peu plus de lucidité sur qui ils sont, quel est leur rôle dans la société, quel est leur rôle dans leur fratrie, comment ils peuvent continuer de vivre, comment ils peuvent continuer d'exister. Et je vous rappelle qu'à ce moment du film, ils se sont fait virer du premier train qu'ils avaient pris pour réaliser un voyage initiatique tous ensemble. Et donc là, en fait, ils sont sortis du train qui symbolise la vie. Et donc maintenant, on va voir, justement, en commençant à accepter la mort de leur père et la souffrance que ça leur cause, est-ce qu'ils vont pouvoir reprendre leur vie? Est-ce qu'ils vont pouvoir reprendre le train? Est-ce qu'ils vont finalement retrouver une place différente après qu'ils aient accepté donc cette grande perte? Voilà. On regarde la séquence suivante et vous me direz ce que vous en pensez. We're invited to the funeral. I can't believe you just said that. Why not? It's the truth. He didn't really mean it. I think you're all equally grief-stricken. Let's just leave it at that. When does Mom get in? She's going straight there from the airport. I want to pick up the car. We're already late. Alors là, donc on vient de voir une scène qui est très très belle. Alors d'abord, en fait, les trois frères Whitman sont très honorés parce qu'ils sont invités à participer, à être présents aux funérailles de l'enfant qu'ils n'ont pas réussi à sauver.
Donc ça leur rappelle que finalement, ils sont pas seuls sur Terre, qu'ils n'ont pas seulement un rôle de fils qui souffrent après la perte de leur père, mais ils font partie d'une communauté, ils ont leur utilité, ils apportent des choses aux autres. Et puis ensuite, on voit juste après la façon dont ils vont aux funérailles. Ils n'ont pas évidemment d'habits locaux, et donc ils vont y aller avec leur pyjama. Mais le fait qu'ils y aillent comme ça dans le plus simple appareil ou presque, finalement ça leur fait ressentir une première fois le dénuement, et donc finalement un rôle très très différent de celui qu'ils avaient vécu en miroir. Et donc d'ailleurs dans la scène on voit exactement ce qui s'était passé pendant l'enterrement de leur père. À l'inverse, là ils sont habillés très simplement, ils n'ont pas leurs bijoux, ils n'ont pas leurs bagages de luxe, ils n'ont pas leurs vêtements de luxe, et donc ils sont simplement des personnes qui vont assister et accepter la mort de quelqu'un qui, même s'il a compté pas longtemps, il a compté pour eux, cet enfant, ils y ont mis beaucoup de sincérité, et donc ils vont devoir vivre cet événement de manière très très différente de la façon dont ils ont vécu l'enterrement de leur père. Et donc là, si vous observez, Francis se laisse complètement porter, il ne cherche pas à contrôler le déroulé de l'enterrement. Peter, il s'approprie rien, il n'essaie pas de piquer un vêtement ou un élément qui appartenait à l'enfant pour garder le lien avec lui. Et Jack ne cherche pas à intellectualiser, il n'est pas en train d'écrire le récit de l'enterrement, il est en train de vivre pleinement, comme ses frères, la mort et l'acceptation de la mort de quelqu'un, et le fait de simplement lui dire au revoir. Et donc là, ils sont réellement en train de faire le deuil de cet enfant, et donc un petit peu aussi en train de faire le deuil de leur père. Donc c'est une deuxième scène très très forte qui leur permet de vraiment grandir. Et puis un dernier point qui est crucial et qui leur fait vivre une expérience très très différente de leur enterrement de leur père, c'est que pendant l'enterrement de leur père, ils avaient donc laissé la femme de Peter partir devant, ils s'étaient tous séparés, ils étaient partis dans tous les sens. Là, pour la première fois, ils vivent ce deuil solidaire du père de l'enfant, et puis solidaire entre eux, et donc ils apprennent que pour la première fois, finalement, ils peuvent faire l'expérience de la perte, l'expérience du deuil ensemble, et donc encore une fois, ça les amène à plus de recul par rapport à leur situation. D'abord parce qu'ils acceptent le deuil et la souffrance, la perte et la souffrance, pardon, et puis aussi parce qu'ils acceptent de la vivre parmi les autres, c'est-à-dire en étant une unité parmi les autres et en n'étant pas centré sur sa souffrance. Et c'est souvent ça qui amène les mécanismes de contrôle, les stratégies d'évitement, les résistances qui peuvent être difficiles à vivre pour les autres. C'est quand finalement on en vient à penser que nous, notre souffrance, elle est bien plus forte que les autres, que nous, notre souffrance, elle est beaucoup plus importante que les autres, qu'elle est unique, alors que c'est pas un spoiler, tout le monde vit des choses difficiles, tout le monde a eu des vécus et des moments dans son enfance qui ont été difficiles, et donc tout le monde se débat tout le temps, toute sa vie, avec ces mécanismes de contrôle, d'évitement, qui nous empêchent à la fois de connecter avec les autres et puis de vivre pleinement la vie, puisque comme je vous le disais dans la séquence précédente, ils sont sortis du train, ils ont été virés du train à cause de leur comportement. Or, ce train, il symbolise dans le film la vie qu'ils ont quitté d'abord en étant dans une stratégie complètement d'évitement après la mort de leur père. Et puis, quand ils montent dans le train, justement, ces stratégies les ont fait se faire virer du train. Donc là, ils sont quand même à un stade de leur vie où ils commencent à comprendre, ils commencent à accepter, mais ils sont complètement sortis de la vie, les trois frères. Est-ce que vous avez pu identifier en regardant ces extraits un type, une stratégie qui vous parle et qui vous caractérise? Vous me direz en commentaire, j'espère en tout cas que ça vous aura permis déjà d'y voir un peu plus clair. Et donc là, cette scène elle est clé aussi parce qu'elle pose la question de finalement, pour remonter dans le train, pour continuer de vous accomplir, pour continuer de vivre, il faut réussir donc à accepter les pertes. Et donc peut-être qu'il y a une perte que vous n'avez pas complètement acceptée et que vous en avez un peu plus pris conscience. Et si c'est le cas, du coup, quelle est la douleur, quelle est la souffrance que vous devez accepter, et comment vous pouvez lâcher vos mécanismes, vos dénis qui vous protègent pour vivre cette souffrance, vivre cette perte avec une communauté, parce que du coup, on vient de le voir dans cette scène, c'est comme ça qu'ils sont apaisés, c'est comme ça qu'ils arrivent à progressivement remettre le pied dans la vie.
Et donc je vous ai montré le parcours depuis le début du film des 3 frères Whitman qui, après la mort de leur père, contrôlent ou essaient de contrôler le maximum leur vie et ont développé donc des névroses différentes qui les éloignent des uns des autres et puis aussi d'eux-mêmes puisqu'ils ont complètement quitté le train de la vie. Donc déjà, les mécanismes pour reprendre le train de la vie, c'est d'accepter sa souffrance, d'accepter sa perte et de se concentrer sur ce qu'on peut encore accomplir, ce qu'on peut encore vivre dans la vie et de passer ces étapes, de vivre cette souffrance et cette vie pas seul et pas centré sur son émotion, sa souffrance, mais ensemble. Et donc plus on est entouré, plus on a d'alliés dans ces difficultés et plus on est capable de reprendre le train et de vivre, de continuer de vivre des choses, de continuer de s'accomplir, de continuer de s'étonner et d'explorer la vie. Et donc là, on va regarder la scène clé. Donc c'est la scène où chacun des frères va être confronté à finalement, est-ce qu'il est prêt à lâcher les bagages Vuitton qui appartenaient donc à leur père et qui les relient symboliquement à leur père. Et donc évidemment aussi symboliquement tous les bagages qu'ils portent depuis le début de leur vie, toutes les blessures, toutes les souffrances qui justement ont généré chez eux ces mécanismes de contrôle d'évitement et d'intellectualisation en fonction de leur personnalité. Finalement aussi ces bagages, la symbolique, c'est qu'ils les retiennent, ils freinent leur élan et ils les empêchent de pleinement reprendre le train de la vie pour continuer de s'épanouir, de vivre des choses ensemble et séparément. Et donc on va voir comment ils vont réagir dans cette scène. Et donc là on voit c'est très, très joli parce qu'ils sont confrontés à la réalité. Il y a l'un des frères, je crois que c'est Jack, qui jette un regard en arrière et qui se rend compte qu'en fait ils vont pas pouvoir et emporter leur bagage et monter dans le train. Et donc effectivement vous n'allez pas pouvoir reprendre le train de la vie, continuer de vous épanouir, continuer de vous accomplir après donc tout ce que vous avez vécu, et particulièrement si vous venez de vivre une grande perte, si vous lâchez pas ces bagages, si vous acceptez pas de lâcher prise pour justement reprendre le train. C'est un des grands paradoxes de la vie, mais quand on vit quelque chose de difficile, on a le sentiment qu'il faut reprendre le contrôle de sa vie pour avancer. Or, il faut plutôt réussir à accepter ce qu'on a vécu et à lâcher les conséquences de ces blessures, de ces pertes sur nous, pour réussir à retrouver une forme du coup d'enfance et réussir à réapprécier les choses naturellement par rapport à ce qui nous intéresse, et aussi réussir à arrêter de se protéger pour pouvoir faire cette expérience tous ensemble. Et donc on va voir est-ce qu'ils vont finalement lâcher ou pas lâcher les bagages. C'est parti. Et donc c'est toujours difficile de se débarrasser de ces bagages, particulièrement quand c'est des jolis bagages Vuitton faits sur mesure pour le film. Mais c'est comme ça pour chacun de nous, c'est difficile de se débarrasser de nos bagages, comme c'est difficile pour les 3 frères Whitman. Mais comme vous pouvez le voir, on voit leur contentement sur leur visage, leur bonheur, leur joie. Et c'est ce qui se passe aussi quand on arrive à lâcher nos bagages et qu'on contemple ce qu'était notre vie quand on remonte dans le train. C'est ça qui porte sur le visage. Ils savent et ils sentent que maintenant ils vont pouvoir continuer de vivre de manière beaucoup plus légère, et donc c'est tout ce que je vous souhaite. Peut-être à cette étape de la vidéo, vous pouvez vous interroger quels sont encore les bagages qui vous retiennent, les petits, les gros, et comment ces bagages vous font compenser par quel comportement. Est-ce que vous êtes plutôt donc dans le contrôle, plutôt dans l'évitement, plutôt dans l'intellectualisation,
Et donc ils sont dans le train, le nouveau train, qui évidemment ressemble au premier, puisque la vie, elle ne change pas, c'est nous qui changeons, c'est les frères Whitman dans cette scène finale qui ont changé et qui du coup font une expérience différente de la vie. Tout autour d'eux n'a pas changé, donc c'était pas de la faute des autres et de la faute du train et de la faute des conditions du train avant leur changement, et ça l'est toujours pas après. Mais maintenant, l'expérience qu'ils vont faire, elle va être différente. Et donc à ce moment-là, je vous livre un dernier tip. Parfois, on m'a souvent sollicité, on m'a souvent demandé, quand des gens sont perdus, ils ont tendance à vouloir partir loin, à faire un grand voyage. Et ça, en fait, c'est plutôt la stratégie la stratégie de Peter, c'est-à-dire la stratégie d'évitement. Vous n'allez pas trouver des réponses sur vous-même, apprendre à vous connaître et à dépasser vos peurs, vos blessures, vos pertes en voyageant et en vous éloignant de vous-même. Mais vous allez les réussir en vous changeant vous, en lâchant vos bagages et en reprenant un autre train, mais en ayant vous changé vous-même et du coup en vivant maintenant une expérience différente de la vie. Si vous deviez repartir qu'avec qu'une seule chose à la fin de cette vidéo, j'espère que ce serait avec celle-ci, c'est que lâcher prise comme lâcher ses bagages, c'est pas abandonner son désir, mais c'est abandonner sa névrose, son mécanisme de contrôle, et pas le désir réel qui lui est juste en dessous et qui va pouvoir s'exprimer beaucoup plus facilement si vous lâchez ces bagages, que vous êtes plus léger et que vous remontez dans le train. Et donc après ces éléments, peut-être vous pouvez vous poser une dernière question, c'est est-ce que vous êtes prêt à lâcher vos bagages? Et donc ça, c'est toute la question qui souvent me permet de déterminer est-ce que quelqu'un est prêt à faire un coaching ou est-ce que quelqu'un a réellement envie de faire une thérapie, a réellement envie d'être accompagné. C'est est-ce que vous êtes prêt à lâcher vos bagages et à monter dans le nouveau train avec le nouveau vous, ou est-ce que pour l'instant vous n'êtes pas encore prêt à accepter cette souffrance et accepter votre perte, votre deuil, et donc vous préférez continuer de vivre avec ce que vous connaissez. Voilà, vous me direz en commentaire. À très vite. On a chanté, on a dansé, et l'on n'a même pas pensé à s'embrasser. Aux Champs-Élysées.